Même si on mettait de côté la loi, Katumbi n'est pas éligible pour être président de la République démocratique du Congo, ni le niveau d'études, ni l'intégrité qu'il faut, ni les origines qu'il faut, ni le sang qu'il faut pour diriger la République démocratique. Je ne vois pas pourquoi on ferait une loi pour éliminer quelqu'un qui n'est même pas éligible aujourd'hui. Donc, ils se trompent des portes. Mettez 1 plus 1 ensemble. Est-ce que c'est ça la personne qui est éligible pour être président de la République, pour qu'on fasse une loi pour l'éliminer? Il est éliminé d'office, d'après les conditions, la constitution actuelle. Il ne peut trop mais c'est la vérité. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il est de père italien ou de père grec? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Est-ce qu'il est de mères indiennes? C'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas étudié, il n'a pas fait l'université? C'est vrai. C'est 1 plus 1 ensemble. Il devient éligible pour diriger la RDC en fonction de quoi? Mais c'est la vérité. La deuxième... Nous voulons modifier, c'est ajouter ce critère additionnel pour occuper certains postes. Les postes de président de la République et les postes de souveraineté que j'ai énumérés tout à l'heure là. Accessible qu'aux Congolais nés de père et de mère. Mais cela n'enlève en rien l'éligibilité de tous les autres. Alors qu'est-ce que vous attendez finalement de l'Assemblée nationale? J'attends que l'Assemblée nationale s'approprie de ce projet. Et je sens d'ailleurs qu'ils se sont appropriés du projet parce qu'il y a des députés qui m'ont appelé d'eux-mêmes quand ils ont suivi l'émission hier sur Télé 50. Ils ont dit, mais finalement, nous vous comprenons maintenant très bien, après vous avoir écouté, même si Jean-Marie Kassamba m'a maltraité sur le plateau en direct, devant tout le monde, il voulait m'humilier en réalité, mais les gens ont compris quand même le message, et ils ont dit qu'ils vont travailler sur ce projet. Et il y a des députés qui se sont portés volontaires pour présenter cela au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Donc je m'attends à ce qu'il y ait des discussions citoyennes. Pas les gens qui sont des minables là qui insultent les autres, mais des discussions citoyennes hors de toute passion, pour que nous fassions ce qui est bien dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la souveraineté de notre... Mais en tant qu'acteur politique, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres forces politiques pour quand même soutenir la proposition? Oui, je fais le tour de la ville. Je rencontre donc des leaders politiques, je rencontre des députés nationaux, des parlementaires, des sénateurs. J'avais même rencontré le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Et je suis en train de faire le tour pour rencontrer certains leaders de certains partis politiques. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul Congolais qui me dit vous êtes fou. Tous les Congolais que j'ai vus, ils m'ont dit mais c'est de la bonne logique. Quand on vous a écouté, on a compris et on est même surpris qu'on n'ait pas pensé à cela bien avant. Donc, et je vais animer une conférence de presse, je crois la semaine prochaine, vendredi, à l'attention de la presse nationale mais également internationale. Et à l'attention des étudiants, tout le monde sera invité pour que les gens comprennent et la population s'approprie de cette initiative, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas mon affaire à moi seulement. Ce que je vise là, ce n'est pas politique. Qu'est-ce que j'ai à gagner en politique? Je ne suis pas payé pour ça. Je le fais parce que je suis citoyen congolais. Je ne suis pas payé, pas un seul centime. Je vais vous rappeler une chose, moi je ne suis pas corruptible. Il n'y a personne qui me donne de l'argent pour faire ça ou ça. Personne. Ceux qui pensent qu'on me souffle quelque chose, pensent qu'ils sous-estiment mon intelligence. J'ai la capacité de conception des politiques et je n'ai fait que réfléchir et pour mon pays je me suis dit qu'est-ce que nous pouvons faire collectivement pour protéger davantage la souveraineté. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose dans tout ce qu'on raconte sur vous à propos de cette proposition? Moi je m'en fous, je ne vais même pas écouter ce qu'il raconte. Quand j'ai un objectif à faire, vous savez, pendant qu'ils m'insultaient, ils sont allés louer une femme pour venir faire des vidéos contre moi, femme financée dans la maison de Francis Kalombo qui lui a donné de l'argent, qui a amené des journalistes pour lui mobiliser ces journalistes pour qu'ils puissent faire du boucan contre moi. Quand j'ai entendu tout ça, moi, j'ai fermé les oreilles. Et j'ai réuni des juristes ici. Je le dis, pendant qu'ils m'insultent dehors, nous travaillons. Nous avons travaillé, regardez-moi ça. On a produit, c'est ça la fameuse loi. On a produit ça pendant qu'eux, ils m'insultaient là. Donc, vous savez, moi, je suis en anglais ce qu'on appelle comeback kid. C'est-à-dire que quand vous tapez dessus là, il ferme les oreilles et il devient beaucoup plus productif. Il est plus dangereux quand vous l'agressez de cette façon-là. Donc, j'ai fait ce que je pense est important pour mon pays. Vous voyez? Donc, c'est ça que je peux dire, j'ai produit pour mon pays. Monsieur Noël Tchani, ouvrons quand même la page politique avec tout ce qu'il y a autour de votre proposition. Honnêtement, est-ce que vous visez Katumbi à travers cette proposition? Franchement, ce monsieur-là, nous sommes 105 millions de Congolais.
Je n'ai pas le temps de penser à un seul individu à 105 millions. Il n'est pas différent de KBG. Il n'est pas différent de vous. Il n'est pas différent de moi. Pourquoi est-ce que je ferais une loi qui le vise lui? Lui, il est qui pour qu'on puisse le viser dans une loi? Il n'est ni le plus instruit de ce pays, ni le plus intelligent de ce pays, ni le plus intègre de ce pays. Je ne vois pas pourquoi je le viserais lui. Il y a des gens qu'on peut considérer très importants pour ce pays, qui peuvent apporter de l'intellect, de la vision, qui quand ils parlent, on est impressionné que voilà donc un Congolais qui parle, qui a quelque chose donc à apporter. Lui, je vais le viser. Qu'est-ce qu'il a? Je ne suis pas président du tout-puissant Mazembe. Je suis fanatique du tout-puissant Mazembe. Je ne vois pas pourquoi je ferais une loi qui le vise lui. Je ne le vise pas du tout. Il n'était pas éligible sous la loi du Zaïre pour devenir président de la République. Il n'est pas éligible aujourd'hui, là. Sous la constitution que nous avons, il n'est pas éligible pour être candidat à la présidence. Et je vais vous dire pourquoi. Je l'ai entendu lui-même dans une vidéo dire que son père est grec, italien ou israélien, entré en Israël. Je l'ai entendu lui dire ça. Et j'ai entendu son copain là, celui qui s'appelle Bâtonnier Mouyambo là, dire que Katumbi est zambien de par sa mère. J'ai entendu ça. Et nous avons aussi entendu que sa femme, elle est burundaise. Comment on peut être de père grec, italien, israélien, de mère zambienne, de femme burundaise, et quelle est la connexion avec la RDC pour qu'il devienne président de la RDC? Sous Mobutu, sous la constitution de la République du Zaïre, il n'était pas éligible pour être candidat de la République du Zaïre. Sous la constitution que nous avons aujourd'hui, il n'est pas éligible. Quand on suit, on met tous ces faits-là ensemble. Après l'adoption de cette loi, il ne sera pas éligible non plus. Alors, ça change quoi? Ma loi, elle doit être indifférente pour lui. Et pourquoi les attaques ne viennent que de lui? Bon, ce sont un côté des gens minables, quoi. Ils utilisent des moyens bizarres. Moi, j'ai suivi beaucoup de leurs histoires, là, tout récemment, avec les vidéos. Vous connaissez les lettres de Mouyambo. Il a écrit 13 lettres. Écoutez ces lettres-là. Écoutez les vidéos qu'il a faites. Moi, j'ai beaucoup appris de ces vidéos-là parce que je les ai regardées ces derniers temps pour savoir qui ils sont. Je pense qu'ils se reprochent de quelque chose. Ils se reprochent de quelque chose. J'ai suivi aussi une vidéo que je vais vous envoyer, publier ça dans le cadre de cette émission, qui a été sur la RTNC, faite par Ngoï Mulunda, où il parle de Katumbi. Et je vais vous envoyer aussi des vidéos où Mouyambo parle de Katumbi. Mettez 1+1 ensemble. Est-ce que c'est ça la personne qui est éligible pour être président de la République, pour qu'on fasse une loi pour l'éliminer? Il est éliminé d'office, d'après les conditions, la constitution actuelle. Il ne peut pas être éligible. Je ne vois pas pourquoi on ferait une loi pour éliminer quelqu'un qui n'est même pas éligible aujourd'hui. Donc, ils se trompent des portes. Moi, je ne fais pas de loi, je ne le vise pas. La loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. Mais même si on mettait de côté la loi, Katumbi n'est pas éligible pour être président de la République démocratique du Congo, il n'a ni le niveau d'études, ni l'intégrité qu'il faut, ni les origines qu'il faut, ni le sang qu'il faut pour diriger la République démocratique du Congo. Mais c'est trop fort, mais c'est la vérité. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il est de père italien ou de père grec? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Est-ce qu'il est de mère zambienne? C'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas étudié, il n'a pas fait l'université? C'est vrai. Alors, quand vous mettez 1+1 ensemble, il devient éligible pour diriger la RDC en fonction de quoi? Mais c'est la vérité. La deuxième portion de ma proposition, c'est sur la nationalité congolaise. Je propose dans cette proposition qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Personne d'entre nous ne doit perdre la nationalité congolaise du fait d'avoir eu un papier étranger qui dit nationalité belge, française, japonaise ou chinoise. Je considère que toutes ces nationalités à l'étranger-là sont des papiers. Le Congo a connu une situation difficile où les gens sortent d'ici, ils ne peuvent pas vivre au Congo, il n'y a pas de travail. Ils doivent aller à l'étranger et essayer de s'insérer dans les communautés où ils vivent. Et pour trouver du travail dans ces communautés-là, nourrir leurs enfants ou les envoyer à l'école, ils sont parfois obligés de demander les nationalités de ces pays-là. Et s'ils obtiennent la nationalité de ce pays, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils envoient au Congo. Mais cela n'enlève à rien le fait qu'ils soient donc congolais. Je voudrais qu'on adopte la modification que je propose ici, pour que la nationalité congolaise ne se perde plus. Elle est irrévocable. Quand vous êtes congolais, vous allez rester congolais. Nous, on vous connaît en tant que congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez la nationalité française ou belge ou n'importe quel pays, c'est votre affaire. Quand vous rentrez au Congo, nous, on vous voit, on dit, le monsieur, il est congolais. C'est l'un de nôtres. Alors, maintenant, la seule exception que je prendrai,
c'est d'éviter la double nationalité, d'exclure la double nationalité avec des pays limitrophes. Les pays limitrophes de la RDC, étant donné qu'on a connu une histoire d'occupation, une histoire d'invasion de la RDC par des pays étrangers. Donc on doit exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise, qu'on ait des vrais voisins, des bons voisins, des vrais frères qui ne se font pas de guerre ou qui ne tirent pas donc sur nos richesses ou sur nos femmes comme ils veulent. Donc, exclusion de la double nationalité avec les pays limitrophes, adoption du principe de la double nationalité ou de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise avec tous les pays de la planète. C'est la deuxième proposition que j'ai faite aussi. Ça, ce n'est pas une façon de ressusciter l'épineuse question qu'on a connue à l'Assemblée nationale sur Vital Kamerhe, sur notamment cette question de la double nationalité. Vous voulez ressusciter le débat ou vous... Mais est-ce qu'il faut éviter une question éternellement? Il faut régler une question. Sous Vital Kamerhe, la question avait été soulevée et on l'a mise donc en veilleuse. Ça dure plusieurs années. Il faut qu'on règle ça de façon civilisée. De façon civilisée, c'est de dire que eux, au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, la moitié des gens là-bas, ils ont la double nationalité. Pour éviter ça, on va mettre ça sur la table. On dit, ne vous cachez plus. Dites maintenant que vous êtes Congolais, Français, Congolais, Japonais, Congolais, ceci, ce que vous voulez. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous, on vous connaît en tant que Congolais. Si vous avez ça, utilisez vos passeports là, quand vous allez dans ces pays-là. Mais nous devons mettre dans le passeport congolais une disposition qui dit que quand vous avez une autre nationalité, vous ne pouvez pas invoquer l'immunité en République démocratique du Congo en cas de problème. C'est-à-dire que vous êtes français. Quand vous signez votre passeport, vous vous engagez que vous avez renoncé à toute autre nationalité en cas de pépin en RDC. Parce qu'actuellement, nous constatons ça. Quelqu'un qui a des ennuis en justice, on veut l'arrêter. Oh non, non. Mais si on lui sort le passeport congolais avec cette disposition, il avait signé, c'est terminé. On lui dit, vous avez signé, vous avez accepté ça. Donc, sauf maintenant, donc personne ne peut perdre la nationalité congolaise. Et ne peut perdre la nationalité congolaise que celui qui expressément vient dire aux tribunaux congolais, moi je ne veux pas être congolais. Il signe. Et ça doit même être délibéré en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres doit dire, mais nous avons un Congolais qui a refusé d'être l'un d'un autre. Nous avons approuvé et c'est connu de tout le monde, on publie dans le journal officiel. En ce moment-là, vous n'êtes plus Congolais. Mais tous les Congolais restent Congolais jusqu'à la fin de leur vie. Je pense que vous vous êtes bien préparé avant d'annoncer ces propositions. Mais comme vous avez vu là, quand j'étudie un problème, je l'étudie sous les différents angles, sous les différentes facettes. Et je ne suis pas le seul à avoir réfléchi sur ça. J'ai été entouré par d'excellents juristes, distingués. J'aurai l'occasion de les présenter. Je ne sais pas si je suis en liberté de donner leur nom. Je ne veux pas les exposer. Mais ce sont des excellents juristes qui ont fait un travail exemplaire, de qualité. Et je voudrais les féliciter et les remercier pour leur dévotion à la cause de la République. Avant qu'on puisse se séparer, que vous puissiez aussi vous adresser à la population congolaise, c'est une question, pas de curiosité, mais une question de, pas de procédure non plus, mais une précision. Quelles sont vos relations entre vous, professeur Noël Tchani-Modian-Vita, et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais excellent. Félix-Antoine Tshisekedi et moi, nous faisons partie de la même famille pas biologique. Mais vous savez que j'ai grandi aux côtés de l'UDPS. Et quand je vous dis que je suis allé étudier à l'étranger avec la bourse du gouvernement congolais, les gens ne savent pas comment. Ma bourse là m'a été donnée dans la maison de l'un des fondateurs de l'UDPS. C'était dans la maison de Ngalo Lampandangila. Le père de Félix était présent, Ngalo Lampandangila était présent, Makanda Kabobi était présent. Et la bourse m'a été donnée sous le premier ministre Kengo, mais le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique était Dielo Mpenge Osako, très proche de la famille de Félix et des fondateurs donc, de l'UDPS. Il avait contribué aussi à la rédaction de la lettre des 13 parlementaires. Quand je suis allé étudier à l'étranger, le jour que je partais, on m'a donné une lettre dans une enveloppe fermée que je devais amener avec moi à Rome. C'était la lettre des 13 parlementaires. Dès que je suis arrivé en Belgique, l'histoire a explosé au Congo. On m'a dit qu'on a arrêté les 13 parlementaires. J'ai pris la lettre. La destination était Colette Brackman. Je suis allé avec Corneille Moulumba. Il est vivant. Il est ici. Vous pouvez lui demander. Je suis allé avec Corneille Moulumba à Bruxelles pour remettre la lettre donc à Colette Brackman. C'est comme ça que je connais et Corneille Moulumba et Colette Brackman depuis ce temps-là. Donc, et toutes les années qui se sont écoulées,
J'ai travaillé aux côtés donc de Étienne Tshisekedi. Et quand je venais ici, je venais Félix. Félix venait dans mon appartement ici. Donc on se connaît très bien, il me connaît très bien. Il est chef de l'État, je le respecte et je suis content qu'il soit devenu chef de l'État. Beaucoup de personnes n'ont pas compris comment j'étais candidat à la présidence de la République et que je n'ai pas fait campagne. En partie, je n'ai pas fait campagne parce que je ne voulais pas gêner Félix. J'étais un candidat, j'étais candidat de réserve parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'on allait disqualifier Félix, même en dernière minute. Si on l'avait disqualifié, j'aurais fait campagne et j'aurais gagné la place de Félix. C'est une question de stratégie. Question de stratégie, Monsieur Noël Tchani Modianvita. Est-ce que vous avez un message aux Congolais? La caméra est devant vous. Je voudrais que nos compatriotes réalisent que ce que je suis en train de faire, c'est une bataille dure, mais qui mérite d'être menée dans l'intérêt de notre pays. Je propose aujourd'hui qu'on puisse vérifier l'accès à la présidence de la République, mais également à d'autres fonctions de souveraineté. Ce n'est pas pour faire la guerre à un individu ou à un camp politique. C'est pour protéger la souveraineté nationale, pour promouvoir l'intérêt national et surtout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour éviter l'infiltration au sommet de l'État. Si nous avons l'infiltration au sommet de l'État et qu'on arrive à parachuter dans ces fonctions-là des gens qui ne seraient pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo, nous prenons le risque de compromettre la souveraineté de notre pays. Nous prenons le risque qu'un tel chef de l'État pourrait vendre le Congo à des pays étrangers. Et nous ne voulons pas prendre ce risque-là. Donc, cette proposition, elle est salvatrice pour notre pays. J'invite toute la population à pouvoir comprendre de quoi il s'agit et à la soutenir. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui circulent de mauvaises informations sur là. Toutes ces informations-là sont fausses. Pourquoi on ne les a pas circulées donc avant que je fasse cette proposition de loi? C'est aujourd'hui qu'ils ont réalisé que ceci va toucher à leur beefsteak et ils veulent maintenant me discréditer. Donc, allons de l'avant. J'invite tous les parlementaires congolais, les sénateurs congolais, à se mobiliser comme un seul homme pour que cette loi soit adoptée et qu'elle passe le plus rapidement possible parce qu'elle va sauver la République démocratique du Congo. On va éviter qu'il y ait donc des intrus qui arrivent à pénétrer le sommet de l'État et qui vont mettre à mal la souveraineté de notre pays. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question de la nationalité, je demande qu'on puisse adopter le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est bon pour notre pays. Comme ça, les Congolais sont libres. S'ils vont à l'étranger, qu'ils obtiennent des papiers d'autres pays, ça va les aider. Mais à la fin de la journée, ils vont toujours penser à nous, à notre pays. Ils vont toujours être au service de la République démocratique du Congo. Donc, encore une fois, ayons un débat civilisé sur ces questions. Évitons donc de nous attaquer sur le plan personnel parce que ça ne vaut pas la peine. Province de Nord Kivu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après la découverte d'autres corps la journée de jeudi 27 mai, le bilan est passé de 17 à 27 personnes tuées dans les localités de Kisima Vutoli. Même son de cloche du côté des usagers de la route Béni à la hauteur de Kisima, qui étaient victimes d'une nouvelle embuscade de la nuit du jeudi au vendredi 28 mai. L'engin embusqué était un bus de marque Fuso qui transportait de braise avec à son bord de passagers. Les assaillants ont brûlé ce Fuso. Aucun passager n'est jusque-là retrouvé, ce qui porte à croire que ces derniers seraient morts. C'est depuis le début de l'état des sièges décrété dans cette partie du pays que les rebelles ADF ont multiplié leurs attaques contre la population. L'on regrette que, le même endroit où plusieurs ont été tués, fasse l'objet d'une autre opération macabre pour éliminer de vies humaines. Cette situation inquiète au plus haut niveau la population civile qui... de bien faire son travail. Nous avons pensé que on pouvait organiser une activité allant dans le sens de soutenir et les juges et l'honorable Vital Kamerhe. Comment? Ça veut dire soutenir les juges dans le sens que nous avons tous compris que la condamnation d'hier a été faite sur base de pression politique. C'était fait sur base de pression politique. Aujourd'hui, on voulait en sorte que la justice soit libre. Ça veut dire que les juges se sentent libres. Les juges puissent dire les bons droits. Puisque tout le monde qui a suivi ce procès a bien compris que les jugements rendus au premier degré n'étaient pas conformes à la loi ni au bon droit. Un état de droit, c'est aussi quand vous constatez l'innocence de quelqu'un, il faut l'acquitter.
Je regrette aujourd'hui le matin, on arrive sur les lieux de la marche avec cette mobilisation sans précédent. La police arrive, ça veut dire le deuxième escadron de la police arrive pour nous dire les autorités ont dit la marche était interdite. Nous, on a introduit une information, ça veut dire la lettre de l'information de la marche, parce que nous sommes dans un régime d'information, ce n'est pas d'une autorisation. Si on a même, ça veut dire il y avait juste une accusée de réception par cachet. Et si aujourd'hui l'autorité urbaine, ça veut dire le gouverneur de la ville va dire que non, il n'était pas du tout saisi, je regrette. Je peux donner maintenant raison à les autres députés de Kinshasa qui disent que non, le gouverneur en question ne fait absolument rien. Comment est-ce qu'un document qu'on t'a adressé 48 heures bien avant, et tu vas te dire que non, tu n'étais pas au courant. Maintenant, tu interdis une activité politique ou bien une marche, justement par quel moyen? Verbalement, la police arrive comme ça, non, la marche a été interdite. C'est ça, des fois, l'incompétence. C'est une façon aussi encore de rappeler au gouverneur Jean-Tini Ngobila que Kinshasa n'est pas you. La suspicion de ce bourgmestre, une suspicion que j'estime sélective, une suspicion que j'estime subjective, dans le sens que la ville de Kinshasa, par exemple, a 24 bourgmestres, mais c'est seulement 4 bourgmestres qui sont sanctionnés. Je cherche à savoir le 20 restants ne sont pas sanctionnés. Pourquoi? Voyez, si les 4 sont sanctionnés parce qu'ils n'arrivent pas à matérialiser la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, et le 20 restants, est-ce que ce sont eux réellement qui matérialisent la vision, sinon le programme Kinbupetu dans leurs communes respectives? Je ne pense pas. Parce que selon moi, je ne vois pas une commune qui est assainie, une commune où il y a l'existence de l'opération Kinbupetu. Kinshasa jusque-là est tout sauf Bupetu. Mais comment se fait-il que on sanctionne seulement quelques personnes et les 20 autres sont restés là-bas en train de travailler, et ça donne l'impression comme si ce sont eux qui font bien leur travail, mais or en réalité sur le terrain c'est faux. Kinshasa Bupetu est un mythe jusque-là. Je m'explique. Parce que si Kinshasa était réellement Bupetu, cela n'allait pas demander qu'on puisse avoir de lunettes pour voir cela. Kinshasa, c'est une ville bidonvillisée. Kinshasa, c'est une ville sachétisée. Kinshasa, c'est une ville embouteillée. Donc, bref, Kinshasa n'est pas Bupetu. Et Kinshasa, c'est une ville pathologique. Si Kinshasa était Bupetu, on n'allait pas vivre dans des tissus pathologiques. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons dans nos communes. Nos communes ne sont pas assainies. Nos communes sont malades. Et nos communes transmettent cette pathologie, cette maladie à la population. Ma conviction, c'est qu'avec la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, je vous devais une chose, je nous devais une chose. C'est d'essayer de retranscrire la vérité telle qu'elle apparaît aujourd'hui et de reconnaître notre responsabilité pour ce qu'elle est. Et ce chemin de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure est, je pense, celui qui nous permet de continuer à faire route. Je partage tout de ce que vous avez dit, cher Président, aussi de la prévention des génocides à venir et de la responsabilité que la compréhension du passé nous confère dans les temps présents.